Il portait une arme légalement. Il est mort sans tirer. À Minneapolis, aujourd'hui, deux récits irréconciliables s'affrontent. Les autorités affirment avoir stoppé une menace. La famille d'Alex Jeffrey Prey affirme qu'il aidait une femme aspergée de gaz quand tout a dérapé. Alex avait 37 ans. Infirmier en soins intensifs dans un hôpital pour anciens combattants. Présent à une manifestation qualifiée de pacifique. Selon sa famille, il portait légalement une arme dissimulée, n'a jamais brandi quoi que ce soit et avait son téléphone à la main quand il a été plaqué au sol. Selon les responsables fédéraux, il était un suspect armé venu infliger un maximum de dégâts. Même scène. Deux lectures opposées. Et un détail qui change tout, des images circulent et les mots choisis après coup pèsent autant que les gestes sur le terrain. Si protester, filmer et porter légalement une arme peuvent être redéfinis après coup, où se situe désormais la ligne? Et surtout, qui la trace quand tout s'accélère? Ce qui rend cette affaire explosive, ce n'est pas seulement la mort d'Alex Prey, c'est la façon dont l'événement est immédiatement reclassé. En quelques heures, une manifestation devient une opération de maintien de l'ordre, un infirmier devient un suspect et une scène filmée devient une menace présumée. Lors d'une conférence de presse, un responsable de la Border Patrol déclare qu'un individu a approché des agents avec un pistolet semi-automatique de 9 mm et que des tirs défensifs ont été effectués. Même vocabulaire, même cadence, repris ensuite par la secrétaire à la Sécurité intérieure. Pourtant, au même moment, la famille d'Alex publie un communiqué affirmant qu'il n'était clairement pas en train de tenir une arme, qu'il avait son téléphone dans la main et que sa main libre était levée. Deux versions coexistent, mais une seule est portée par l'appareil d'État. Et voici la vraie question. Quand une narration officielle s'impose aussi vite, cherche-t-elle à expliquer ce qui s'est passé ou à verrouiller ce qui pourra être contesté ensuite? Voici le point qui verrouille le débat et il repose sur une affirmation précise. Les autorités disent avoir réagi face à un danger immédiat. Lors de la conférence de presse, un responsable affirme que un individu a approché des agents avec un pistolet semi-automatique de 9 mm et que les agents ont tiré par crainte pour leur vie. Ce sont ses mots. Immédiatement après, il ajoute que la personne abattue avait 2 chargeurs avec des dizaines de munitions et aucune pièce d'identité. Ce cadrage n'est pas anodin. Il construit l'image d'une intention avant même d'établir une action. Maintenant, regardez ce qui manque dans cette version. Aucune mention d'une arme brandie, aucun moment précis où le tir aurait été déclenché par un geste visible. À l'inverse, la famille affirme que sur la vidéo, Alex a son téléphone dans la main droite et la main gauche levée. Deux détails incompatibles avec l'idée d'une attaque en cours. Et c'est là que tout se joue. Parce que si la menace repose sur ce qu'il portait et non sur ce qu'il faisait, alors la définition du danger change radicalement. Et cette bascule ouvre une question bien plus large. À ce stade, l'histoire ne ralentit pas, elle s'intensifie. Parce qu'après les déclarations initiales, une autre couche apparaît, la normalisation. Les autorités expliquent que les agents ont agi selon leur entraînement et parlent de tirs défensifs, tout en confirmant qu'Alex Prey a été touché à de multiples reprises, environ 10 à 12 fois selon ce qui circule. Ce chiffre n'est jamais expliqué, seulement mentionné. Et c'est là que la comparaison implicite s'installe. Dans d'autres moments de tension nationale, la même logique a été utilisée. Transformer une scène chaotique en justification technique, puis refermer le débat par le vocabulaire de la procédure. Ce qui, hier encore, aurait provoqué une onde de choc durable est présenté aujourd'hui comme une conséquence malheureuse mais normale d'une intervention. Notissez ce glissement. On ne discute plus de savoir si la force était nécessaire, mais si elle était conforme. Et quand cette logique s'installe, quelque chose d'anormal commence à paraître ordinaire. C'est précisément à cet endroit que l'histoire dépasse Alex Prey et commence à parler d'un précédent. Puis arrive l'élément qui fait craquer la façade. Les autorités ne se contentent plus de parler de légitime défense. Elles changent le statut d'Alex Prey après sa mort. Lors d'un échange avec des journalistes, la Maison-Blanche le qualifie de terroriste domestique. La secrétaire à la Sécurité intérieure affirme que lorsqu'on se présente avec des armes et des munitions pour stopper une opération fédérale, c'est la définition du terrorisme domestique. Ce sont ses mots.
Mais regardez la contradiction frontale. Dans le même temps, interrogée directement, elle ne cite aucun moment où Alex aurait pointé son arme. Un journaliste demande s'il a brandi un pistolet. La réponse contourne la question. On parle d'armes, d'intention, de supposition, jamais d'un geste filmé. Pendant ce temps, la famille insiste sur un détail précis. Il avait son téléphone dans la main droite et sa main gauche était levée. Ce contraste change tout. Parce qu'ici, le crime n'est plus une action, mais une interprétation. Porter légalement une arme devient une preuve d'intention. Être présent devient une accusation. Et une fois cette logique installée, n'importe qui peut être redéfini après coup. C'est à cet instant précis que l'affaire cesse d'être défensive et devient politique. Et la suite accélère brutalement. À partir de là, tout s'enchaîne à une vitesse qui laisse peu de place au recul. D'abord, la répétition. Les mêmes éléments de langage sont repris, presque mot pour mot, par plusieurs responsables, pas d'identification, des chargeurs avec des dizaines de munitions, une menace stoppée. Ensuite, l'élargissement. On ne parle plus seulement d'Alex Prey, mais d'un contexte présenté comme une opération fédérale face à une violence idéologique. Puis vient la pression politique. Des responsables locaux sont cités, des subpoenas sont évoqués et l'événement est intégré à un récit plus vaste de désordre et de danger. Tout se fait très vite, trop vite pour vérifier, trop vite pour contester. Et pendant que l'attention se déplace, un fait reste immobile. Un homme est mort sur le sol de Minneapolis. Aucun tir de sa part n'est décrit. Aucune image montrant une attaque n'est citée. Pourtant, la machine narrative continue d'avancer. Et c'est là que la question devient urgente. Que se passe-t-il quand la vitesse du récit officiel dépasse la capacité du public à examiner les faits? Et surtout, que se passe-t-il si ce rythme devient la norme? À ce moment-là, l'histoire cesse d'être abstraite. Parce que si vous retirez les titres, les fonctions et les conférences de presse, il reste une réalité simple. Un homme qui travaillait en soins intensifs dans un hôpital pour anciens combattants. Quelqu'un dont la famille dit qu'il consacrait sa vie à aider les autres. Quelqu'un décrit comme un « dog dad », un proche, un ami. Et surtout, quelqu'un dont le dernier geste, selon ses proches, a été de protéger une femme en difficulté. Ce détail est central, pas idéologique, pas partisan, humain. La famille écrit qu'il essayait de protéger une femme pendant qu'il était aspergé de gaz, qu'il avait son téléphone dans la main et la main levée. Imaginez la scène une seconde. Vous êtes là pour manifester. Vous voyez quelqu'un en détresse. Vous intervenez. Et quelques minutes plus tard, votre identité publique est redéfinie pour toujours. Terroriste, menace, suspect. Si cela vous met mal à l'aise, ce n'est pas un hasard. Parce que cette frontière ne concerne pas seulement Alex Prey. Elle concerne ce que n'importe qui peut devenir quand le récit prend le dessus. Si cette sensation vous parle, dites-le dans les commentaires. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut quitter l'émotion et regarder le mécanisme. Ce qui permet à cette situation d'exister, ce n'est pas un agent isolé, ni une décision prise dans le chaos. C'est un système d'incitation. Dans un moment de tension nationale, la priorité devient le contrôle du récit. Nommer vite, classer vite, simplifier. Une manifestation devient une menace. Une présence devient une intention. Une mort devient une neutralisation. Ce langage n'est pas accidentel. Il réduit l'espace du doute et transforme toute contestation en soupçon. Plus le récit est dramatique, plus il justifie l'action initiale. Et plus il est repris à l'identique par plusieurs responsables, plus il acquiert une apparence de vérité. C'est ainsi que le pouvoir se protège, pas seulement par la force, mais par la vitesse et la répétition. Ce qui est troublant, c'est que ce mécanisme ne dépend pas de la culpabilité réelle d'un individu. Il fonctionne même quand les images contredisent les mots. Et une fois enclenché, il ne s'arrête pas facilement, parce que reconnaître une erreur coûterait plus cher que de maintenir la version officielle. Et c'est précisément pour cela que cette affaire inquiète bien au-delà de Minneapolis. À partir de maintenant, 2 trajectoires se dessinent et aucune n'est figée. Première possibilité, le récit officiel s'impose. Les enquêtes internes prennent le relais, les mots, procédures
et formation dominent et l'affaire glisse lentement hors du cycle médiatique. Alex Prey restera dans les archives administratives un individu armé neutralisé. Les images existent, mais elles seront débattues, contextualisées, puis diluées. Deuxième possibilité, le récit se fissure. Les contradictions s'accumulent. Les questions sur le moment exact des tirs, sur l'arme non brandie, sur le nombre de balles tirées refusent de disparaître. Et plus ces détails reviennent, plus ils fragilisent la version initiale. Ce qui est certain, c'est que le prochain mouvement est déjà en préparation. Les autorités parlent de menaces futures. Les responsables locaux sont mis sous pression. Le langage se durcit. Quand un événement est ainsi intégré à une dynamique plus large, il cesse d'être clos. Il devient un précédent en devenir. Et c'est là que l'incertitude est la plus lourde, parce que la question n'est plus seulement ce qui s'est passé à Minneapolis, mais ce que ce cas autorisera ou empêchera la prochaine fois que tout ira trop vite. Voici l'idée à retenir et elle est inconfortable. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme tué lors d'une manifestation, c'est celle d'une ligne qui bouge. Quand les faits sont encore flous, mais que les mots sont déjà définitifs, le récit devient une arme plus puissante que n'importe quel objet sur le terrain. Alex Prey est passé en quelques heures d'infirmier à menace, de citoyen à terroriste présumé, pas à cause d'un geste filmé, mais à cause de ce que d'autres ont décidé que sa présence signifiait. Et c'est peut-être ça le cœur du problème. Quand l'intention est reconstruite après coup, plus personne n'est jugé sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'on dit qu'il aurait pu faire. Cette affaire sera peut-être classée, diluée, oubliée, mais la logique qu'elle révèle, elle, ne disparaît pas. Elle attend le prochain moment de tension, le prochain prétexte, la prochaine scène confuse. Si vous voulez comprendre ce qui vient ensuite, pas seulement ici, mais ailleurs, c'est ce mécanisme qu'il faut suivre. Abonnez-vous pour continuer cette analyse, parce que ce qui se met en place ne s'arrête jamais à une seule histoire.